Donc je vais bientôt céder la parole au lieutenant-colonel Duchemin, officier saint-cyrien, qui a une carrière où il a alterné les postes opérationnels dans l'infanterie avec des projections au Liban, au Mali, en Irak, et des postes de formateur en école d'infanterie ou à Saint-Cyr. Il est breveté de l'école de guerre et diplômé en ingénierie des données à Centrale Supélec. Il est aussi toujours professeur vacataire à Centrale Supélec sur le cycle des données dans l'Internet des objets. Il occupe actuellement le poste d'officier de programme à la section technique de l'armée de terre et est en charge notamment du C2 Scorpion et tout son environnement, donc SICES, Griffon, PC, les Serval PC. Donc, colonel, à vous. En général, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, je suis honoré d'intervenir devant vous dans le cadre de ce colloque. Les données et l'intelligence artificielle sont intrinsèquement liées, c'est ce qu'on a vu depuis le début. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'interroger sur la typologie de ces données et l'architecture à mettre en place. Ce que je conseille à mes étudiants, c'est avant de se lancer dans une étude d'architecture, de collecte, de stockage, de traitement et de valorisation de la donnée, c'est d'abord de se poser deux questions. Pourquoi et pourquoi faire ? C'est par cette approche que je souhaiterais répondre ce matin à la question qui nous est posée sur les données du champ de bataille. Et je focaliserai ma présentation sur les niveaux tactiques bas, au niveau du GTIA, du groupement tactique interarmes, éventuellement au niveau de la brigade. Les spécificités du combat aéroterrestre font qu'il est difficile de transposer in extenso Les spécificités du combat aéroterrestre font qu'il est difficile de transposer in extenso des solutions civiles, comme on peut le faire pour les ressources humaines, les finances ou la maintenance prédictive. Pourquoi ? Parce que ces spécificités revêtent, selon moi, 6 dimensions. Et à chacune de ces dimensions, nous avons des contraintes et des impératifs qui s'imposent à nous, que nous devons relever concernant les données. C'est ce que je vais maintenant vous présenter. Les 3 premières dimensions sont les dimensions géographiques, comme ça a été abordé déjà en préambule, en début de ce colloque. Nous avons d'abord la ligne de front, qui définit la ligne d'affrontement entre 2 ou plusieurs adversaires. Ce front peut être linéaire, élastique, parcellaire ou flou. Nous avons l'espace de manœuvre, qui se situe de part et d'autre de cette ligne de front. Il comprend l'espace d'affrontement, l'espace des appuis, avec les feux dans la profondeur, et enfin l'espace de soutien et de la logistique. Cet espace de manœuvre peut être continu ou lacunaire. Enfin, la dernière dimension géographique est l'altitude. L'altitude positive, qui inclut le relief, les appuis air-sol, et l'altitude négative, qui inclut les grottes, les souterrains, les lignes de métro. Le chef tactique, que ce soit en phase de conception de manœuvre ou en phase de conduite, a besoin de connaître les données géographiques de sa zone d'action. Les données cartographiques, pour savoir où il est et où il va. Les données de géographie physique, pour connaître la nature du terrain. On ne combat pas de la même manière dans les zones désertiques au Mali que dans les bocages normands. Les données météorologiques, on ne combat pas de la même façon dans les camps de Champagne en hiver, en été comme en hiver où le terrain est beaucoup plus gras. Les données de géographie humaine, pour connaître la densité, la répartition de la population sur la zone d'action. Et enfin, les données tactiques. Le chef tactique est par conséquent un véritable géographe. Et en aparté, je vous conseille la lecture du livre de Philippe Boulanger, La géographie reine des batailles. Comme c'est un véritable géographe, il a besoin d'outils spécifiques qui s'appuient sur les données géographiques qui vont être présentées au préalable et qui va être enrichi au fur et à mesure de sa mission par de la carte satellite, par des cartes vectorielles, par des cartes en 3 dimensions, avec des outils, comme vous pouvez voir sur l'écran, d'hypsométrie, avec une colorisation des niveaux du relief, qui permettent du coup d'apporter une connaissance et des décisions sur le terrain en définissant les points clés. Et par conséquent, ça nécessite des capacités de calcul et de stockage de plus en plus importantes sur les ordinateurs présents au sein des véhicules de combat. Aujourd'hui, ces données géoreferencées pour le combat aéroterrestre, c'est quasiment les 2/3 du besoin en données des données. La dimension suivante est la dimension temporelle. En France, dans la conception de la manœuvre, le chef tactique doit fixer son effet majeur, c'est-à-dire l'action qu'il doit réaliser dans un lieu donné, à un moment donné, pour remplir ses missions.
Pour cela, il va diviser le temps en 3 phases. Une phase de préparation de l'effet majeur, une phase de réalisation de cet effet majeur et enfin une phase d'exploitation de cet effet majeur, qui va lui permettre à coup sûr de remplir ses missions. Or, son ou ses adversaires chercheront aussi à produire leurs efforts avant qu'ils réalisent le sien. Par conséquent, il est impératif de décider d'accélérer cette prise de décision, la fameuse boucle OODA. Et pour cela, il faut qu'on développe des outils pour avoir une connaissance en quasi-temps réel de la situation tactique, en combinant à la fois les 3 dimensions géographiques et la dimension temporelle. C'est là qu'on peut parler de Blue Force Tracking ou de géolocalisation AMI. Il faut aussi faire vivre le compte-rendu d'observation des adversaires qui vont alimenter la cartographie et qu'elle soit au plus près de la situation du moment. Donc, aux données géoréférencées, il faut aussi les inscrire dans un cadre temporel. La 5e dimension est la dimension électromagnétique. C'est pour moi la plus structurante, car c'est elle qui va déterminer l'architecture de la diffusion des données sur le champ de bataille. En effet, il faut trouver le juste équilibre entre la portée et le débit. Si je veux gagner en portée, je vais perdre en débit. Si je veux augmenter le débit, il faut que j'accepte de perdre en portée. Contrairement à la marine ou un groupe aéronaval, c'est quelques bâtiments, quelques navires. Contrairement à l'armée de l'air ou une escadrille, c'est quelques avions. Un groupement tactique interarmes, c'est au moins 60 véhicules de combat, répartis sur un espace et qui communiquent entre eux par radio avec des débits assez contraints. Ces véhicules sont tous équipés de capteurs et d'effecteurs, auxquels on rajoute environ 400 fantassins, qui sont autant de sources de données. Et enfin, la robotisation du champ de bataille, avec les drones et les robots terrestres. Aujourd'hui, on peut vraiment parler d'Internet des objets du champ de bataille, où on multiplie à la fois les sources et le besoin en information. Et par conséquent, 2 impératifs s'imposent à nous. Tout d'abord, la nécessité de définir un protocole commun d'échange entre les capteurs et les différents systèmes d'information. Les données doivent donc répondre à un langage commun, une sorte d'espéranto, qui font que, du coup, les données du champ de bataille sont des données structurées. Cette interopérabilité est nécessaire parce que c'est ce qui va permettre d'accélérer les échanges d'informations entre les différents capteurs, entre les différents véhicules et les différents systèmes d'information. Ensuite, il est impératif de déterminer quelles sont les données qui devront être transmises. Pour accélérer la prise de décision, les données doivent être diffusées à un maximum de monde en un minimum de temps. Se pose alors la question de la donnée utile. Dois-je transmettre la totalité des données au risque de saturer les réseaux de communication? Ou bien, au contraire, dois-je avoir des capacités de stockage et de traitement qui vont filtrer ces données? Ainsi, l'architecture à mettre en place semble, pour le combat aéroterrestre, un réseau maillé où chaque véhicule est un nœud de ce réseau, avec des capacités de traitement en périphérie au sein de ces véhicules, ce qu'on appelle l'edge computing, comme ça a été abordé tout à l'heure. Enfin, la dernière dimension est celle du champ des perceptions. Comme la guerre est l'affrontement de 2 volontés, la ruse et les manœuvres de diversion sont souvent utilisées pour tromper son adversaire. Dans le monde numérique, nous sommes confrontés au même risque. Un adversaire pourrait chercher à transmettre de mauvaises informations pour nous déstabiliser, voire attirer notre attention dans une mauvaise direction. Par exemple, il pourrait donner une mauvaise information géographique à un véhicule qui sera du coup positionné à un mauvais endroit ou se positionnera à un mauvais endroit attendu par l'adversaire. Cela peut être encore une mauvaise information envoyée à un capteur qui du coup va enchaîner une réaction qui n'était pas celle qui était prévue initialement. Pour cela, nous devons donc nous assurer de la fiabilité de nos données et donc de mettre en place des outils de lutte informatique défensive en temps réel ou à froid qui vont nous assurer de cette intégrité de nos données. L'intégrité du champ informationnel est d'une importance cruciale pour maintenir tout ce que nous avons vu précédemment. En conclusion, le pourquoi, c'est avoir en phase de conception ou dans le cadre de la conduite des outils qui nous permettent à la fois d'analyser le terrain et de décider plus vite. Le pourquoi faire, c'est de prendre l'initiative sur l'adversaire et c'est de remporter la bataille. Et le comment, c'est de disposer de données géoréférencées qui s'inscrivent dans un cadre temporel. Ces données sont structurées, utiles et fiables.
Ces données s'appuient sur une architecture maillée avec des capacités de traitement en périphérie. Aujourd'hui, nous avons déjà une première capacité, une première brique, qui est portée par le programme Scorpion, et en particulier par son système d'information, le système d'information du combat Scorpion, qui est au cœur de l'infovalorisation du champ de bataille. Ce système permet déjà de transmettre les données tactiques du chef de groupe jusqu'au chef du GTIA, et est interopérable avec l'ensemble des systèmes d'information de l'aviation légère de l'armée de terre à la chaîne artillerie. De plus, on a l'arrivée des premiers véhicules de la gamme Scorpion, avec le Griffon, bientôt le Jaguar, et un peu plus tard le Serval, qui sont des véhicules intelligents. Ce sont des vrais ordinateurs sur roue, avec une électronique commune Scorpion, équipée de capteurs, qui vont permettre de donner directement l'information au système d'information et de pouvoir entrer et offrir à terme une capacité du combat collaboratif. Ceci donc conclut ma présentation et je vous remercie de votre attention.